commentaires. Qui c'est qui a fait le premier jeu et qui attend de pied ferme cette suite? Moi, pour ma part, j'avais backé le projet lors de son Kickstarter en 2014 et j'avais eu la chance de pouvoir le tester pour un site. Je lui avais mis la note de 17 sur 20 si mes souvenirs sont bons. Malgré les nombreux bugs encore présents à sa sortie, ceux qui l'ont fait doivent s'en souvenir encore. C'est dire à quel point j'avais vraiment kiffé cette simulation médiévale. Et là, on se retrouve quasiment 7 ans plus tard pour découvrir ce que les Tchèques de Warhorse Studio nous ont concocté pour cette suite prometteuse. Alors, le studio a été racheté en 2019 par PlayOn, anciennement Koch Media, et ils ont désormais clairement les moyens de leurs ambitions, mais est-ce qu'ils vont savoir les exploiter efficacement? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit retour sur ce qu'est cette série finalement. C'est en 2011 que Warhorse Studio est fondé par Daniel Vavra et Martin Klima à Prague, et ils sont résolus à développer un RPG en monde ouvert, ancré dans un réalisme historique sans précédent. Mais les investisseurs sont plutôt frileux devant un projet qu'ils considèrent comme de niche, et donc très risqué. Et c'est par un crowdfunding admirablement réussi sur Kickstarter en 2014 que les Tchèques récoltent plus d'1 million de livres sterling pour 35 000 contributeurs, explosant au passage le goal initial de 300 000 livres. Avec autant d'argent, l'aventure Kingdom Come Deliverance était lancée. Et le premier jeu est un vrai succès critique et commercial, qui a dépassé allègrement les 8 millions de ventes. Et pour une simulation médiévale assez exigeante, ça paraissait être une véritable gageure de rencontrer un tel succès. Alors, le cadre historique de ces deux jeux, c'est le même, on évolue dans la région de la Bohême, qui correspond aujourd'hui principalement à la partie occidentale de la République tchèque. Et l'histoire se déroule au début du XVe siècle, et l'idée principale de la série, c'est de coller méticuleusement à l'histoire foisonnante de cette période. Dans ce deuxième opus, les événements font suite directe au premier, au cours desquels on suivait les péripéties de Henri de Scalis, fils d'un forgeron assassiné lors d'un raid de Kouman. Et je peux rassurer les fans d'emblée, mais Warhorse n'a pas changé d'un iota sa vision. On est toujours dans de la simulation médiévale ultra documentée, très narrative et qui propose moult mécaniques de gameplay. Je vais y revenir dans la partie suivante, mais je tiens à faire un rapide tour des particularités de cette suite qui la distingue de son aîné. On sent clairement que le studio a step up en compétences, mais également que PlayOn n'a pas bridé les devs ni dans leur créativité, ni dans leurs ambitions techniques. Alors, tout d'abord, un petit point sur les conditions de preview. J'ai testé le jeu dans une build non définitive sur PS5. Les devs annoncent entre 5 et 8 heures pour le contenu de la preview, qui est le début du jeu, mais j'y ai passé allègrement 25 heures et j'ai même pas fait le tour de toutes les quêtes secondaires. Donc le jeu a l'air vraiment très généreux. Il y a évidemment quelques petits bugs techniques de son ou d'affichage qui sont inhérents au statut de la build et qui ont été clairement identifiés par les devs. Mais d'une part, ils ont annoncé que ça serait corrigé lors d'un patch Day One, et moi je leur fais confiance. Mais même si ça sortait en l'état, on serait quand même à des années-lumière de ce qu'on pouvait voir sur le premier jeu. Petit florilège.
Sinon, côté structure, gameplay, world building, on est dans le même registre. Mais tout a été optimisé. Ils ont poussé tous les curseurs et ont même ajouté de nouveaux systèmes. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Dès les premières heures, cette suite impressionne par son univers immersif. La direction artistique est parfaite pour ce cadre historique, les modèles 3D sont propres, le framerate est stable, et tout ça en chargeant le jeu en moins de 5 secondes en moyenne, sans plus jamais afficher un seul temps de chargement. C'est vraiment de la magie noire. De plus, c'est plaisant d'explorer cet univers car ça se déroule de manière très organique. On découvre les différents points d'intérêt en explorant ou en parlant à des PNJ qui vont nous en parler avec un vrai motif et un enjeu cohérent. Et lors des quêtes, il faut se promener dans une zone en interrogeant différents personnages qui vont nous guider vers celui qui saura nous donner les infos pertinentes qu'on recherche. Donc là encore, c'est un vrai gage de qualité pour l'immersion, je trouve. Côté bande-son, elle est toujours composée avec passion et talent par Ian Valta, qui était déjà à la manœuvre sur le premier jeu. Et je trouve qu'elle accompagne parfaitement ce monde ouvert avec ses tonalités médiévales et mélodieuses. Elle sait se faire discrète, aller et venir en fonction de la situation sans jamais être en rupture. C'est vraiment super efficace. Un des gros points forts du jeu, c'est évidemment son gameplay, avec toutes ses mécaniques diverses imbriquées et la profondeur de ses systèmes. Si vous avez joué au premier, vous avez probablement passé des heures sur la table d'alchimie, ou à crocheter des serrures, ou voler à la tire. Dans ce deuxième opus, Warhorse a raffiné et enrichi tous ces systèmes, en se permettant le luxe d'en introduire de nouveaux comme la forge. J'ai vraiment adoré. C'est malin et satisfaisant, ça pourrait presque provoquer des vocations tellement c'est hypnotique de taper en rythme sur cette ferraille couleur jaune paille accompagnée du sifflotement de Henry. Et après voir le résultat, c'est juste kiffant. Après, il y a les combats qui sont évidemment au cœur du gameplay. Et même s'ils étaient très complets dans le premier jeu, il y a pas mal de joueurs qui lui reprochaient sa rigidité et son flottement général. Ça a clairement été optimisé, même si on verra qu'il y a encore quelques points de friction dans la partie suivante. Alors bien sûr, on retrouve tout le système de réputation assez profond qui interagit avec une tonne de stats qui découlent directement de vos actions ou de choix de dialogue. Et évidemment, ça a des répercussions sur tous les autres systèmes de jeu. Et j'ai envie de conclure cette partie par l'écriture, qui est juste magistrale. On est vraiment dans le top de ce qui se fait sur le marché du jeu vidéo. Que ce soit le codex, encore une fois, ultra complet et fidèle historiquement, les quêtes secondaires, qui sont toutes intéressantes et bien structurées. Alors là, je mets une mention spéciale à celle de Vasco le Couman, que j'ai trouvé hilarante, ou même les dialogues qui sont d'une justesse rare, je trouve. On est vraiment gâtés. Et pour ne rien gâcher, la trad FR est incroyable. Alors, je parle pas du doublage là, hein, mais bien d'écriture, parce que le doublage, je suis un peu plus mitigé, et je vais en parler tout de suite dans la dernière partie. Ok, qu'est-ce qui se passe avec le doublage alors? Eh bien, au début de l'aventure, c'est un sentiment un peu ambivalent qu'on a. On peut être agréablement surpris et la seconde qui suit, on assiste à des séquences ubuesques qu'on jurerait récitées par la voix synthétique de Google Trad. Bon, pour que vous compreniez mieux, le doubleur de Henry, c'est Alexandre Gillet. Et encore une fois, il livre une prestation impeccable. Je le trouve vraiment brillant. Pour info, c'est le doubleur principal d'acteurs très connus comme Elijah Wood ou Chris Evans. Mais c'est pas le seul à se livrer à 200%. J'ai vraiment noté plusieurs acteurs qui sont complètement imprégnés de leur rôle et qui participent activement à l'immersion et à la crédibilité de la proposition. Et d'un autre côté, il y a ça. Oui. Un mauvais rêve. Tu dois être Pavlena, c'est ça? C'est ça. Je suis arrivée dans la soirée alors que vous dormiez. Maman m'a dit ce qui vous est arrivé. Ensuite, je l'ai aidé à s'occuper de votre ami. Ce... chevalier? Hans, il est vivant? Comment va-t-il? Ne craignez rien, il est vivant. Peut-être un peu trop. Vous voyez le malaise? Non, sérieux, je sais pas ce qui s'est passé, on dirait qu'il y a eu une coupe budgétaire sur les doublages FR ou qu'ils ont dû réenregistrer les voix de certains PNJ. J'ai l'impression que ça a été fait avec une IA.
Alors, si c'est une vraie personne, je suis désolé, je veux surtout pas être insulté à son égard. Ça lui ressemble bien. Mais je pense pas que ce soit son métier. Et le problème, c'est que ça crée un contraste assez dérangeant avec les autres interprétations. C'est malheureux, mais moi, ça m'a sorti plusieurs fois du jeu. Alors, c'est souvent en mode comique grotesque, mais c'est dommage. D'autant que c'est pas un cas isolé, alors je vous rassure, c'est loin d'être la majorité. Je dénombre peut-être 3 ou 4 PNJ où c'était le cas, mais ça fait un peu bizarre. Après, j'ai une autre hypothèse. Comme certaines voix sont actuellement manquantes, vu l'état de la build, peut-être que pour certaines, les devs ont placé une sorte de doublage placeholder avec IA en attendant d'implémenter les doublages finaux. Ça, je pourrais vous le dire que lors du test. Dans les bois, mais cette fois, j'ai un très mauvais pressentiment. Bon, pour continuer sur les points perfectibles, je pourrais vous parler du menu et de l'UX design. Alors, l'UX design, en gros, c'est la façon dont les devs s'y prennent pour apprendre les mécaniques du jeu aux joueurs et la gestion des tutos. Le menu est clair et détaillé, et les tutos également, mais d'une manière générale, je trouve que l'onboarding est trop ramassé et indigeste. Alors c'est souvent, pour ne pas dire tout le temps le cas, dans les jeux au système si nombreux, et hormis diluer le tuto sur plus de 20 heures, je vois difficilement comment les devs pourraient s'y prendre, mais ça reste dense. Et même si l'apprentissage des nombreuses mécaniques est bien calibré par le studio, ça génère tout de même une grosse charge cognitive dès le début de l'aventure. Pour conclure cette partie, je vais citer en vrac quelques légers points que j'ai relevés qui mériteraient d'être polish. Tout d'abord, quelques petits problèmes d'équilibrage dans certains mini-jeux, comme le crochetage, ou dans les systèmes de source de revenus qui fait tendre rapidement le joueur en n'utiliser qu'une seule, ce qui est vraiment dommage. L'exploration, quant à elle, est organique et récompensante, mais l'univers manque un peu de vie en dehors des villes. Il y a peu d'événements aléatoires, et ce sont toujours les mêmes attaques de bandits. Côté combat, les feedbacks ne sont pas toujours très percutants, et certaines animations un peu flottantes font que l'ensemble manque un peu de punch. Et il y a aussi cette gestion de la caméra un peu rigide qui peut frustrer lors des combats contre plusieurs ennemis. J'ai eu à faire des combats contre des loups, c'était vraiment infâme. Mais je suis assez confiant sur le fait que tous ces petits points seront rapidement équilibrés. Tu vois, c'est bien. Encore. Magnifique. Il n'y a vraiment pas de suspense pour ma part, mais c'est un grand oui. Ce Kingdom Come Deliverance 2 reprend ce qu'il faisait déjà très bien dans le premier épisode, et en plus on sent que les devs ont mis tout leur cœur pour améliorer chaque aspect de leur production. Ils ont bichonné leur bébé, et j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la suite. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter pour me parler de vos attentes sur cet épisode, et bien sûr à vous abonner pour pas rater le test qui est prévu le 3 février. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux définir vos attentes vis-à-vis de ce titre, et en attendant, portez-vous bien, on se retrouve vite sur la chaîne. Bye.